Ce mois-ci, à Parlons Ancêtres, André-Carl Vachon nous parle d'Acadiens en Martinique. On conclut l'histoire de Saint-Lazare avec Paul Lavigne et tout plein d'autres petits sujets dans le monde de la généalogie. Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va bien les gens à la maison? Toi, Éric, ça va? Oui, ça va super bien. Alors, d'entrée de jeu, comme à l'habitude, je vous invite, si vous êtes un passionné, conférencier ou auteur de livres, ou vous voulez juste venez nous parler de vos ancêtres, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Là, l'adresse est en commentaire. Sinon, il y a aussi, vous pouvez faire une recherche de Parlons Ancêtres sur vos plateformes audio et vous pouvez trouver là, quelques-uns de nos émissions qu'on a faites, de certaines de nos entrevues. Sinon, eh bien, aujourd'hui, on va poursuivre avec les ancêtres de Camden Martin qui va nous parler d'Henri Marois et Rosanna Bézinette. Oui, puis on va parler des Patriotes et des Clafémieux avec Réal Hood. On va parler de ce qui s'est passé après l'Assemblée des Six Contrées. Oui. On va terminer l'histoire de Saint-Lazare pour le 150e avec Paul Lavigne. On va parler, en fait, on ne parlera pas d'histoire, on va parler de l'avenir puis des enjeux de Saint-Lazare. Oui, puis avec Philippe Aubry, on va parler de l'histoire des trains, mais beaucoup plus de l'évolution de la technologie. Oui, segment qu'on termine aussi. Sinon, eh bien, notre premier invité, c'est un invité qu'on a déjà rencontré dans le passé, qui est venu nous raconter de l'histoire en bref des Acadiens. Aujourd'hui, il vient nous parler d'un sujet particulier. Yann, tu savais de ça qu'on avait des ancêtres acadiens qui étaient passés en Martinique? Ben, moi, je l'ai su par André Carl, parce que je le suis sur Facebook. Il va en Martinique, puis il parle de plus de ce qui se passe là, fait que, tu sais, puis il fait des livres là-dessus. Mais si c'était pas de ça, j'aurais jamais même deviné que des Acadiens ont éventuellement été en Martinique. Et justement, André Carl, il revient de la Martinique, où est-ce qu'ils ont inauguré une rue en l'hommage des Acadiens. Puis c'est de ça qu'il vient nous parler aujourd'hui. Alors, on vous présente ça à l'instant. Alors, on est vraiment content de recevoir à nouveau André-Carl Vachon. André-Carl, ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, bonjour tout le monde. Oui, bonjour André-Carl. C'est fun que tu viennes. Ça faisait quand même un bout de temps. Là. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est intéressant. Je te suis sur Facebook, puis on manque pas de choses à voir. Moi, j'aime ça. Je trouve ça parfait. Une vie occupée. Ouais, tant mieux. Félicitations, en fait. Puis c'est vraiment cool. Je veux dire, ça n'en prend qui réussissent à faire des choses avec notre histoire puis notre généalogie. Il y a peu de gens qui réussissent autant que toi. Puis moi, je trouve ça le fun. Merci. C'est pas nécessairement évident, mais je travaille fort. Effectivement. Puis justement, André-Carl, la première fois qu'on t'a rencontré, c'était pour nous parler de l'histoire des Acadiens en général. Lors de cette émission-là, tu nous as appris qu'on avait des ancêtres acadiens qui avaient été déportés des fois en Europe, la très grande majorité en Nouvelle-Angleterre, mais aussi à d'autres endroits qui sont un peu moins connus. Parle-nous donc un petit peu brièvement de ton récent voyage, puis qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Voilà, donc j'étais en Martinique dernièrement parce que moi mes ancêtres déportés à New York ont ensuite choisi d'aller s'établir en Martinique, ils avaient été recrutés en fait. Et puis donc j'étais de retour en Martinique pour l'inauguration du chemin des Acadiens, donc demande que j'avais faite en 2017. Et puis la bureaucratie, c'est long, la toponymie, faire changer le nom, et puis là, oups, la pandémie nous est tombée dessus, ouais. Donc tout a arrêté pendant, comme vous le savez, un bon laps de temps. Et puis voilà, tout a été repris, et puis voilà, c'est le 8 juillet donc dernier, c'est-à-dire en 2024. J'ai eu la réponse que ça y est, c'était fait, et puis on acceptait
moi, j'avais prévu des dates de voyage et puis finalement, on acceptait que ce soit le 13 avril 2025, l'inauguration du chemin des Acadiens. Alors ça, c'est une belle réalisation. C'est à quel endroit exactement? À Morne-Rouge, c'est dans le quartier de Sainte-Cécile qui autrefois se nommait Chamflore. Et puis Chamflore a été fondé par ces Acadiens venus de New York. Donc, alors voilà. Donc, une carte de 1928 démontrait que c'était indiqué chemin de l'exploitation de Monsieur Lecomte ou chemin des Acadiens. Alors, Monsieur Lecomte était Mathieu Lecomte, le grand propriétaire de ce territoire-là. Et puis, on a fait qu'il y avait déjà un peu la dénomination chemin des Acadiens à ce moment-là. Exactement. Est-ce que ça l'a aidé dans les démarches pour faire reconnaître en fait, avant de continuer, bravo, merci beaucoup. On s'entend, c'est en Martinique. Nos ancêtres sont reconnus en Martinique. Moi, je trouve que c'est vraiment excellent. Donc, merci beaucoup, bravo. Ensuite, est-ce que ça a facilité la tâche, le fait qu'il ait déjà utilisé la dénomination chemin des Acadiens? Ben, moi, ce que j'ai fait quand, faire une histoire courte, en février 2017, j'y étais pour le lancement de mon livre, Une petite Cadie en Martinique. J'ai accompagné un groupe de voyageurs aussi là qui faisait une tournée en Martinique. Il y a eu un gros événement, tout ça. J'ai reçu la médaille du Morne-Rouge. C'était vraiment un bel événement. Suite à ça, l'historien Vincent Hugues Belrose, qui a aussi écrit la préface de mon livre, m'a envoyé, je venais de revenir du voyage, il m'a envoyé il disait, regarde ce que j'ai trouvé, puis il y avait cette carte de 1928. Et donc, moi, tout de suite à ça, je me suis dit, bon, ben, qui risque rien n'a rien. Alors, je me sens pressé. Je me rappelle, c'était le 15 février, donc 2017. J'ai écrit à la mairesse, et puis je lui ai dit, ben voilà, comme vous pouvez voir sur la carte de 1928, c'était écrit Chemin des Acadiens. J'aimerais ça, si c'était possible, ce serait bien. Donc, qu'on réinstaure le nom de la rue, Chemin des Acadiens. Et elle m'a répondu en avril. Ben, faut comprendre le délai de poste. Il est long. C'était une demande par écrit. Oui, j'ai fait par écrit, puis j'ai mis les cartes, j'ai mis les preuves, tout ça dans l'enveloppe pour être sûr justement que ça soit pertinent. Et puis qu'il voit bien que c'est pas juste une parole, une demande en l'air, mais que c'était quelque chose de formel. Et puis finalement, c'est ça, en avril, j'avais la réponse que oui, elle était d'accord, puis qu'elle trouvait ça intéressant. Puis maintenant, ben c'est ça, c'était tout le processus là. Avec la toponymie, là-bas, la commune, donc il faut gérer ça avec les élus, tout ça. Puis ben, qui demande de changement de nom, ça veut dire que tout le monde qui habite sur cette rue-là doit changer leur adresse. Ça implique beaucoup de choses, donc c'est sûr que c'est long comme processus. Intéressant. Mais pour comprendre, hein, qu'est-ce qui amène des Acadiens en Martinique, on va revenir un peu, rafraîchis-nous la mémoire là sur un peu sur ce qu'est la déportation, ce qu'on va appeler le grand dérangement. Là. Qu'est-ce qui amène à la déportation des Acadiens? Déjà, ça c'est une question elle peut être très longue. Je vais essayer de faire ça court parce qu'il y a plusieurs points de vue différents, évidemment. Si on reprend ce qui s'est passé avec l'histoire des Acadiens, la France perd l'Acadie avec le traité d'Utrecht en 1713. Et là, à ce moment-là, quand il devient possession britannique, et dès lors, et puis depuis très très longtemps, si on veut rester sur place, il faut signer le serment d'allégeance pour devenir citoyen britannique. Et le serment d'allégeance est signé au nom du roi ou de la reine en présence. Donc, à chaque fois qu'il y a un roi ou la reine décède, il faut recommencer le processus. À ce moment-là, le serment d'allégeance, essentiellement, c'est que on dit qu'on porte allégeance au roi, puis qu'on est un sujet du roi, donc du roi britannique. Essentiellement, parce qu'on s'entend que les Acadiens à ce moment-là, c'est des Français de quelques générations, donc tu recules un peu sur tes origines françaises pour dire maintenant on est britannique. C'est ça. Puis là, ben, il y a toute la question de la reconnaissance de la religion qui est protégée par le traité d'Utrecht. Et là, donc, signer un serment d'allégeance, ça veut dire je reconnais que c'est mon roi, je reconnais que j'ai des devoirs
envers ce roi, mais je reconnais aussi que lui, il a des droits, j'ai des droits aussi, donc via ce roi-là ou cette reine-là. Et là, c'est tout le côté complexe de, ben, c'est une population catholique française, et là, nous sommes avec un royaume anglophone et protestant. Donc, il y a déjà une loi anglaise qui dit que les catholiques n'ont pas le droit de prendre les armes pour protéger ce roi-là ou pour se défendre. Bref, tout simplement parce que c'est le serment du test. Donc, il faut qu'il renie la religion catholique pour devenir protestant. Pour OK, fait que pour être près du sujet britannique, tu peux pas être catholique et sujet britannique. Ben là, c'est ça. C'est ça qui est un peu le piège dans tout ça, là, c'est que là, le traité d'Utrecht permet qu'ils restent catholiques et les protège en fait catholiques, mais à cause de ça, ils peuvent pas prendre les armes pour défendre le roi. Bref. Vraiment compliqué. Ça, c'est 1713. 1714, la reine décède. Donc, il y avait 1 an pour signer le serment d'allégeance envers la reine, mais la reine est décédée entre-temps. Ils avaient aussi 1 an pour quitter. Ça, alors, c'était la reine... Anne, simplement. C'est Anne Stewart. Là, ouais. Là on peut pas... donc là, les Acadiens, très peu vont quitter parce que là, finalement, on les invite à aller visiter l'île Royale, qui est pas peuplée encore à ce moment-là, qui est le Cap-Breton. Et donc, c'était de la terre de roche. Ils sont pas très, très intéressés. Très peu y vont. Finalement, bon, là, c'est Georges I qui prend place au lieu de la reine Anne. Et là, c'est long, hein, c'est la poste, mais c'est la poste, on s'entend qu'il n'y a pas, c'est par bateau. Alors, c'est très long. Alors, le temps que ça arrive, que ça parte et tout ça, que ça arrive auprès des gens, ça prend du temps. Et là, ils ont toujours cette année-là pour signer le serment d'allégeance. Donc, ça prend vraiment du temps. Finalement, c'est en janvier 1715 que, il y a des reconnaissances qui sont faites. Ça, c'est à Beaubassin, Port-Royal, Grand-Pré. Ils vont prêter serment d'allégeance. Est-ce que c'est tous les Acadiens qui signent le serment d'allégeance à ce moment-là? Pour celui-là, ce sont les délégués seulement. Donc, les représentants. Ensuite, ça se passe quand même bien. Et là, Georges I va mourir et Georges II va prendre place en 1727. Et là, toute la complexité, parce que là, ce sera pas les délégués, il faut que ça soit tout le monde. Puis là, les chefs de famille, puis les gars de 16 ans et plus. L'adolescence, ça existe pas à ce moment-là. Ouais, tu passes d'enfant à un homme à 16 ans. Donc là, c'est un peu compliqué. Là, les Acadiens, ils sont pas fous. Ça fait quand même depuis 1713 qu'ils vivent sous le régime britannique, qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne. On a quand même du monde scolarisé. Alors, puis il y en a qui parlent un peu anglais aussi avec le temps. Il faut pas oublier que les Acadiens faisaient du commerce avec Boston aussi. Donc, il y en a vraiment qui parlent anglais. Alors là, ils connaissent pas toutes les règles, mais ils sont pas fous. Donc là, la règle du serment d'Utrecht, je suis pas sûr qu'ils la connaissaient bien. Et je suis pas sûr qu'ils se souvenaient non plus que le traité d'Utrecht les protégeait pour la question de la religion. Puis là, on parle qu'on est rendu en 27. Alors, ils vont demander de signer le serment d'allégeance. Évidemment, on leur demande ça, mais ils vont demander des conditions. Conditions de pas perdre la religion, conditions de pouvoir partir quand ils veulent, et conditions aussi de ne pas prendre les armes envers le roi de France s'il y a un conflit avec le roi de France, justement parce que les territoires voisins ils sont français et certains ont quitté, et puis ils savent très bien qu'ils ont des frères, des sœurs, des cousins, des amis qui sont de l'autre côté de la frontière. Donc, ils veulent pas se battre contre eux. Donc, essentiellement, on peut les comprendre. Là, essentiellement, on est rendu aux enfants de ceux du moment où le traité avait été fait. On est une trentaine d'années après. On a encore des vivants de ce serment-là, puis on a des enfants qui sont rendus adultes, effectivement. Puis, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Il y en a aussi que, on n'avait pas juste l'Acadie, il y avait d'autres colonies françaises. Donc, il y en a qui sont en Nouvelle-France à côté, qui sont pas avec le même roi maintenant. En Nouvelle-France, on a encore le roi de France. Donc, prendre les armes pour le roi d'Angleterre en cas de guerre entre, mettons, la Nouvelle-France puis l'Acadie qui est rendue en Nouvelle-Angleterre, ça implique de se battre contre ses cousins.
Ça implique de se battre contre son frère, contre un cousin, contre des amis, voisins d'autrefois, effectivement. Donc là, les Acadiens, ils demandent ces conditions-là. Le gouverneur de l'époque dit oui, fait signer. Il y a même une lettre qui dit, j'ai réussi en avril 1730 à dire, j'ai réussi à faire signer tous les hommes de 16 ans et plus. Quand même. Ceux qui restaient, là, on signé en novembre, mais c'est tout, là, puis c'est quelques-uns, on parle même pas d'une dizaine de personnes. Alors, on dit que tous les Acadiens ont signé ce serment-là. Sauf que, je rappelle, il n'y avait pas besoin d'une condition pour la religion parce que le traité d'Utrecht les protégeait, puis il n'y avait pas besoin d'une condition pour prendre les armes parce que le serment d'Utrecht les empêchait. Donc, il y avait déjà demandait quelque chose qu'il y avait déjà. C'est ça. Alors, ils vont dire ensuite que, bon, il n'y avait pas besoin de ces conditions-là, là, dans leurs lettres entre eux, là, les Britanniques, là. On disait qu'ils n'ont pas besoin de ça. Finalement, les lois, ils sont déjà là. Mais bon, ils vont le faire pareil. Mais là, on voit qu'il y a une interprétation qui dit que les Acadiens avaient pas, il y avait des conditions, puis que là, ça les dérangeait, là, au niveau des Britanniques, mais pourtant, les lois les protégeaient. Donc, finalement. Ben, les Britanniques aussi devaient en avoir qui connaissaient pas les conditions. Ben, voilà. Et voilà. Donc, tout ça pour dire qu'ensuite va arriver la guerre de succession d'Autriche en 1744 à 48. Les Acadiens, pour la très grande majorité, restent neutres. Certains vont se mettre du côté français, ils vont essayer de reprendre l'Acadie, mais très peu. C'est quelques-uns de Pisiquid, puis quelques-uns de Grand-Pré. Et ils vont être ensuite pas mis à mort, mais ils vont être pourchassés par les Britanniques, là. Je cherchais une expression plus juste, là, mais et ils vont être et ces gars-là vont fuir. Ils vont s'en aller justement à l'île Royale ou l'île Saint-Jean, là, ils vont fuir. Mais les autres, ils n'ont pas pris les armes. OK? Alors, il y a plein de textes qui disent, effectivement, dans le courrier britannique, là, qu'on peut encore lire aujourd'hui, qui vont dire qu'effectivement, ils vont être punis sévèrement s'ils ont hébergé des soldats français, ils ont aidé les Français, etc., etc. Bref, va faire en sorte que, bon, la paix est signée en 1748, mais il va rester, et là, ils vont demander aux Acadiens, le nouveau gouverneur qui arrive, c'est Cornwallis en 1749, puis là, il va dire, bon, on repart la patente à nouveau, je veux un serment d'allégeance, pas de conditions. Et là, les Acadiens disent, ben, on l'a déjà signé, le serment d'allégeance, pourquoi on va en signer un autre? Ils comprennent pas. Alors, finalement, ils sont entêtés, puis ils signent pas de nouveau serment d'allégeance. Arrive un nouveau gouverneur par la suite, Pelgrim, puis lui, il va dire, bah, ils n'ont pas besoin, tout est correct, la vie est belle. Et il va tomber malade, il rentre en Angleterre, et là, va le remplacer le lieutenant-gouverneur, Charles Lawrence, qui lui va dire, non, moi je veux qu'il signe un nouveau serment d'allégeance, pas de conditions, sinon on va se débarrasser de cette population-là. Alors, finalement, c'est là que rentre toute la bisbille puis toute l'histoire qui va pas. Charles Lawrence ne respecte pas les lois, finalement, et il va faire toutes sortes d'histoires pour justement préparer à cette déportation-là. Pourquoi on va les déporter? On dit qu'ils n'ont pas signé le serment d'allégeance, c'est des rebelles, on les considère comme ils n'ont pas respecté leurs ententes, pourtant c'est pas ça, là. Puis ceux qui n'ont pas respecté l'entente de neutralité, ils sont partis, ils ont été pourchassés, en tout cas, bref. Dans les lettres de Charles Lawrence, on va voir que lui, il va même dire que la Nouvelle-Écosse, c'est là qu'il y a les plus belles terres pour cultiver tout ça. Alors, on voit que on veut que ça soit aussi une terre anglo-protestante. Le fait catholique dérange beaucoup. Pas nécessairement pas parce qu'ils parlent français, mais le fait catholique les dérange. Ça, c'est les relents de la guerre anglo-protestante là, qu'il y avait autrefois. Alors ça, c'est vraiment, c'est plus toutes ces raisons-là. Puis on va dire aussi qu'il encourage on voit ça dans une des lettres, puis ça a même été publié dans les journaux, que les Acadiens encouragent, que les prêtres catholiques encouragent les Acadiens et les Autochtones à couper les gorges surtout les Autochtones, donc à couper les gorges des nouveaux colons britanniques. Mais là, ils mélangent tout parce qu'ils mélangent
leur entente avec les Autochtones puis versus leur entente avec les Acadiens. Et là, c'est ça. Donc, finalement, ils vont déporter un peu moins de 6000 Acadiens qui étaient sur le territoire de la Nouvelle-Écosse, qui ne comprenaient pas, évidemment, le Cap-Breton à ce moment-là. Okay. Alors, ça, c'est pour répondre à la question. Au niveau de la destination, là, comment c'était organisé? Qui décidait qui s'en va où? Alors, il y avait le qui est une bonne question, mais le comment est une autre réponse. C'est-à-dire que il y avait des terminés qui envoyaient à peu près 1000 personnes à 1500 personnes par colonie. Et comme ce sont des sujets britanniques, la règle à ce moment-là, c'est on envoie les citoyens donc à son roi. Alors, ils sont sujets britanniques, ils sont donc envoyés en Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire du Massachusetts jusqu'en Georgie, puis on s'entend qu'aujourd'hui, effectivement, le Sud ne s'appelle plus Nouvelle-Angleterre, mais dans ce temps-là, on disait tout ça, c'est la Nouvelle-Angleterre. De Montréal, on se rassemble, sous les étoiles des histoires, on tremble, on chante nos aïeux et nos... Non, ça, c'est quand même bien parce que, tu sais, en fait, il y avait déjà eu le nom par le passé, puis ça s'était perdu. Puis là, tu vas dire, tout ce qu'il a fallu, c'est que quelqu'un prenne l'initiative de le faire. Puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. C'est André Carr qui a pris l'initiative. Puis en même temps, tu sais, le fait que ce soit lui, c'est un auteur qui parle beaucoup de l'histoire des Acadiens. Ça donne beaucoup plus de crédibilité. Je suis pas convaincu que moi, toi, on aurait écrit là-bas pour dire, hey, on a l'impression d'avoir un nom, que ça aurait passé aussi bien. Même avec Preuve à l'appui, mais avec lui, ça passait bien. C'est une excellente chose. Puis, tu sais, le processus, c'est un processus qui est quand même long, mais somme toute, ça s'est bien passé. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, c'est cool de voir que cette partie-là de notre histoire, parce qu'on est tous en partie acadiens, que cette partie-là de notre histoire, même si c'était pas nécessairement mes ancêtres, c'est quand même des Acadiens, mais elle n'est pas perdue, puis qu'elle est reflétée au moins là-bas. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, passons à notre prochain sujet. La dernière fois, Camden Martin nous avait parlé de Ludger Bourgoin et Lédogui. Ce mois-ci, il va nous parler d'Henri Marois, qui vient de Beauce, et de Rosanna Bazinet, qui est née à la présentation, qu'on vous présente à l'instant. On va changer de région. Hein. On était pas mal dans la région de Saint-Alexandre de Kamouraska, puis oui. Notre-Dame du Portage. Maintenant, on s'en va avec Henri Marois, qui est né en 1877 à Saint-Éphrem-de-Beauce. Oui. Ce que tu connais un peu, là, les sorties. Je suis déjà passé par là une fois. Je voulais voir à quoi ça apparente. Le village de Saint-Éphrem, c'est la Guadeloupe, Saint-Éphrem, Tring-Jonction. Puis après ça, si on continue un peu plus au nord-est, on tombe sur... c'est pas si loin que ça que de Saint-Georges, dans ce coin-là. Mais Henri Marois, donc lui, ses parents sont restés à Saint-Éphrem, mais lui, il est parti, puis plusieurs de ses sœurs sont venues ici. Et lui, vers quelle année on parle, là? Lui, il est venu dans les années, je dirais, fin 1880, au début des années 90, j'ai envie de dire, parce que lui, il s'est marié en 98. Puis, donc, lui, déjà, on voit qu'avec mon ancêtre Martin, puis lui, il y a quand même un sacré écart, là. Ouais, il y a quand même une différence. Ouais, c'est ça, presque 20 ans. 20 ans, ouais. Ouais. Puis, donc, Henri Marois, lui, s'était établi ici, sûrement à la recherche du travail, parce que je sais que lui, il travaillait ici, bon, il vivait à Auburn, à Lewiston, mais il travaillait à Auburn, parce que c'est Auburn. Lewiston, c'est surtout les usines à vocation de textile, donc tout ce qui est textile. Puis Auburn, c'est surtout tout ce qui était les souliers, les chaussures, des choses comme ça. Ouais, c'était séparé. Après, il y en avait des deux de chaque côté, mais Lewiston, c'était majoritairement la fabrication du textile, et ici, la fabrication des chaussures à Auburn. Et lui, en 1917-18, lui, en fait, il travaillait dans une usine de chaussures, et lui, il avait fabriqué, en fait, il s'était inventé un petit appareil pour pouvoir
comme c'était pour essayer de, comme dirais-je, rendre tout le processus de la fabrication un peu plus rapide. Et c'était comme une espèce d'appareil pour pouvoir asperger la chaussure pour mettre la colle. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il a réussi à inventer quelque chose dont il a réussi à vendre le patron pour ce produit. Bah, c'est pas tout à fait un produit, c'est plutôt comme un appareil, voilà. Donc il vend ça en 1918, je crois. Puis il a acheté un restaurant en 1919 à Lewiston sur la rue Main. Et puis juste pour vous raconter un petit peu, ce restaurant-là a duré de 1919 jusqu'à 2003. C'est mon arrière-grand-tante Antoinette Marois qui avait tenu ce restaurant-là pendant très longtemps, mais ça a presque duré 100 ans, donc c'est quand même pas rien. Et donc lui, c'est ça, c'est Henri Marois. C'était surtout de ce que j'ai pu voir en lisant sa nécrologie, avoir son nom dans les articles. C'est quelqu'un qui aimait, je pense, bien tout ce qui était la littérature, les arts, la musique. C'était quelqu'un qui faisait partie du fanfare de l'association Saint-Dominique. C'est quelqu'un qui était le visiteur des malades pour la Société Saint-Jean-Baptiste. Okay. Et quelqu'un qui était bien, comment dirais-je, ce qui est très intéressant dans sa nécrologie, c'est écrit que pendant les obsèques à l'église Sacré-Cœur, c'est écrit que ça regorgeait du monde. Ça regorgeait de monde, et puis il y avait beaucoup de gens qui sont venus assister à ces obsèques, donc déjà ça implique que c'est quelqu'un qui était bien connu, c'était quelqu'un qui était important, aimé exactement. Et donc voilà, c'est ce que je sais de lui. Lui, il est décédé en 1932. Et puis ce qui est quelque chose de très intéressant, j'ai son livre c'est l'histoire de Robinson Crusoe. Donc j'ai son livre et c'est écrit ce livre-là appartenait à mon grand-père Henri Marois. Donc c'est ma grand-mère qui avait ce livre-là. Et quand il est décédé, ouais, donc ça c'est quand même intéressant. Donc c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les arts, des choses comme ça. Et puis il avait tenu le restaurant. C'était quelqu'un encore une fois très entrepreneur, très débrouillard. Et donc c'est ça. Et puis il y avait ses sœurs qui sont restées en vie jusqu'à les années 50, j'ai envie de dire. Il y en avait plusieurs de ses sœurs, ouais. Là, ton arrière-grand-mère, elle a tenu le restaurant pendant plusieurs années. Jusqu'à vers quelle année? Donc, en fait, oui, je vais juste vous raconter rapidement. Donc, Henri Marois, lui, démarre le restaurant. Pourquoi? Parce que c'est surtout sa femme qui voulait le restaurant, Rosanna. Et puis, lui, il est décédé un peu tôt, en 1932. Après ça, c'est le frère de mon arrière-grand-père, Léon Marois, Léon Marois, c'était mon arrière-grand-père. Son frère Roland, c'est lui qui tenait le restaurant un peu. Après ça, c'est mon arrière-grand-père Léon Marois qui a pris charge du restaurant, qui a pris la relève. Et puis, sa fille, mon arrière-tante, donc la sœur de ma grand-mère, c'est elle qui a tenu le restaurant de sa mort, donc dans les années 1960 jusqu'en 2003. OK. Puis en 2003, fait que c'est encore ta famille. En 2003, qu'est-ce qui est arrivé avec le restaurant? Le restaurant, avec ma tante, ouais, ma grande-tante, ma tante Antoinette, elle avait déjà été c'était une septongénaire, donc elle avait 75 ans, quelque chose comme ça, donc elle voulait prendre sa retraite, et puis donc elle avait vendu, et maintenant, ce qui est un peu drôle aujourd'hui. Est-ce qu'il existe encore? Le bâtiment il est encore là, on voit bien la façade, et puis pendant longtemps c'était vide, mais dernièrement, depuis 2-3 ans, c'est une famille somalienne qui avait acheté et qui l'a transformé en restaurant, justement. Un restaurant somalien? Ouais. Oui, c'est ça exactement. Ouais. C'est bien cool. Ouais, c'est comme quoi le cycle comme ça des immigrants, voilà. La roue tourne. Ouais, c'est bien. Ouais. On a parlé d'Henri Marois, mais on n'a pas parlé de Rosanna Bazinet, qui, elle est née à la présentation. Ça, corrige-moi, c'est pas très loin de Saint-Liboire. Pas loin du tout. C'est en fait, si on va de Saint-Liboire à Saint-Hyacinthe, puis de Saint-Hyacinthe, si on voulait se diriger vers Saint-Denis-sur-Richelieu, tout au nord, c'est le village juste après Saint-Hyacinthe, juste au nord. Donc c'est la présentation. Je pense qu'aujourd'hui je pense qu'elle est séparée de l'agglomération de Saint-Hyacinthe. Oui, elle est séparée. Mais donc, ce qui est drôle,
tantôt, je vous ai ce que j'ai réussi à faire avec mon père au mois d'août en visitant toute la Montérégie. On a réussi à assister à la messe de l'église de la présentation. Cool. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'église elle-même, c'est la même église. Elle a vraiment pas changé. C'est la même édition lorsqu'elle a été construite au début du 19e siècle. Je suis sûr qu'elle a été modifiée, mais c'est un peu, mais c'est vraiment le même bâtiment parce que c'est rare que... Souvent, ils modifient les églises, là, puis ils passent l'électricité, puis ensuite, ils essaient de plus la modifier, genre. Tout à fait. Mais c'est très rare de trouver la même église parce que souvent, il y a eu des incendies, des choses comme ça. Et puis, voilà, c'est le même endroit, même emplacement, mais c'est pas la même église physiquement parlant. Donc ça, c'était vraiment très intéressant d'aller voir. Donc, elle est née à la présentation. Et c'est surtout son histoire à elle que je connais avec François Martin, peut-être la mieux, parce que son père à elle, Charles Bazinet, lui, il vient de Saint-Denis-sur-Richelieu. Après ça, c'est un journalier. Puis lui, il devient cordonnier. Puis après ça, on le retrouve à Arthabasca. Après, et puis après à Victoriaville, après ça, on le retrouve à la présentation, puis après ça, on le retrouve à Lewiston. Donc, Rosanna... il a voyagé pas mal. Ouais, c'est ça, exact. Donc, elle vient de la présentation. Elle est née en 79, puis on le retrouve déjà à Lewiston parce que sa sœur, la sœur cadette de la famille, Emma Bazinet, elle est née à Lewiston en 1883. Donc, Rosanna n'a pas passé beaucoup de temps au Québec. Donc, elle a passé toute sa vie ici à Lewiston pour la plupart. Et Rosanna, dans sa famille, c'est très intéressant parce que ses grands frères, il y avait ses grands frères, son grand frère Alfred, Napoléon, Philippe Bazinet, c'est un des premiers pompiers de la ville de Lewiston qui meurt en faisant son travail. Ouf. Donc, c'est le premier pompier qui meurt, et puis il est mort pendant le réveillon, la veille de Noël, en fait, le soir même. Ouais. Vraiment et puis, ouais. Et puis, Napoléon Bazinet, lui, son frère Rosanna, lui, il travaillait pour les pompiers aussi, puis même, il a réussi à monter. Et lui, il avait pas mal d'argent parce qu'il avait un bloc aussi d'appartements. Et j'ai trouvé dans un livre, un de ses amis, c'était le monsieur Jean-Baptiste Couture, qui était le propriétaire du Messager, le journal d'ici. Monsieur Couture a écrit un livre où il raconte ses voyages en Europe. J'ai réussi à trouver ce livre-là qui a été publié à Lewiston par le Messager en 1925-27. Puis là, j'ai acheté ce livre-là parce que bon, ça parlait de Lewiston, puis ça a été édité puis écrit par Monsieur Couture. Donc déjà, je l'achète direct, même qu'il parle de la poésie, c'est intéressant. C'est intéressant pareil. Puis là, je commence à l'ouvrir tout ça. Puis là, il y a des photos. Puis là, je vois que Napoléon Bazinet, donc le frère de Rosanna, il était parti avec Jean-Baptiste Couture en Europe. Il a fait le tour d'Italie, la France. Quoi? C'est fou. Ouais. Donc Rosanna, c'est ça. Et puis elle, encore une fois, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la musique, qui aimait les arts, des choses comme ça. Ma tante Antoinette, celle qui avait le restaurant, elle avait bien connu sa grand-mère Marois, celle qui s'est mariée avec un Marois, donc sa grand-mère Bazinet. Puis elle disait qu'elle aimait beaucoup les choses de qualité, elle aimait bien décorer la maison, puis elle aimait bien recevoir du monde. Et c'est ça qui avait donné le goût à ma tante de faire pareil dans sa vie. C'est quelqu'un qui aimait bien rire. Donc Henri Marois et Rosanna Bazinet, ils avaient non seulement un bloc à Lewiston sur la rue Park, mais ils avaient aussi un chalet sur le lac qui est pas loin d'ici. Donc déjà, ils avaient une certaine association sociale et puis c'était des gens qui étaient très impliqués dans la société Saint-Jean-Baptiste. Donc à l'époque, les conseils, il y avait les conseils masculins et les conseils féminins. Donc Henri Marois faisait partie des conseils masculins, puis Rosanna faisait partie des conseils féminins. Et donc elle faisait aussi partie des sociétés paroissiales, etc., pour les femmes. Et donc, c'était des gens qui étaient très impliqués dans les choses francophones canadiennes de la ville de l'époque. Et puis, je pense que c'est des gens qui étaient bien aimés par leurs voisins puis leurs amis, tout ça, parce que j'ai réussi à trouver pas mal de photos, puis ils ont toujours le sourire, et ce qui est pas toujours évident. D'autres photos des ancêtres, c'est surtout des regards presque... C'était à la mode d'avoir un air sérieux sur les photos.
Tout à fait, ouais. Et toujours avec ma tante, avec mon arrière-grand-mère. D'avoir l'air bête. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ils sont toujours en train de sourire. On voit qu'ils sont en train de se taquiner, des choses comme ça. Donc, ça, c'est très intéressant à voir, ouais. Ah, Puis c'est elle, nice. elle est décédée en 53. J'ai une photo, c'est incroyable. J'ai une photo de mon père qui a 1 an. Il est né en 47 et c'est donc 48. C'est quand ses grands-parents, donc son grand-père Marois et sa grand-mère, ils ont fêté leur 25e anniversaire de mariage. Puis en fait, il y a ma grand-mère qui tient mon père quand lui est bébé. Donc c'est mon père, ma grand-mère. Après ça, à côté, il y a mon arrière-grand-père Léon Marois. Puis après, à côté de lui, il y a sa mère, elle, Rosanna Bazinet. Donc de la photo, il y a 4 générations. Donc mon père, il s'en rappelle pas vraiment, mais il avait rencontré son arrière-grand-mère, Rosanna Quand même. Bazinet. Donc c'est quand même pas rien. Ouais. Ouais. C'est elle qui va tenir, là. Est-ce qu'elle tient le fort du restaurant après le décès d'Henri? Parce qu'elle Ouais. décède quand même une vingtaine d'années plus tard, là, à peu près. Ouais, tout à fait. Et puis, en fait, ouais, c'est ça. Donc, elle, rapidement, oui, mais c'est surtout son fils Roland qui va prendre la relève, qui est un petit peu plus jeune que Léon, mon arrière-grand-père. Et puis après ça, c'est vraiment Léon Marois, mon arrière-grand-père, que lui, il tient le restaurant jusqu'à sa mort en 63, 64. Puis après ça, c'est ma tante qui prend la relève jusqu'en 2003. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma tante Antoinette, tout le monde l'appelait Tony. Elle, dès qu'elle avait, je sais pas, 9, 10 ans, elle travaillait au restaurant, puis elle aimait toujours travailler avec son père. Elle me racontait, elle est décédée juste l'année dernière, en fait, à 98 ans. Et elle me racontait qu'elle était parfaitement francophone d'ailleurs. Elle me disait qu'elle allait à l'école Saint-Pierre, qui était dirigée par les sœurs dominicaines. Donc elle allait là, puis pendant sa pause dîner, elle partait donner un coup de main à son père, puis revenait à l'école, puis après ça, donc elle aimait vraiment ça de travailler au restaurant. Ouais, donner un coup de main avec son grand-père. C'est quand même spécial parce que, bon, moi, je sais que c'est pas dans mon cas à moi, là, parce que j'ai pas d'ancêtres qui ont passé par Lewiston, mais il y a sûrement des gens qui nous écoutent que leurs ancêtres ont été mangés au restaurant de tes ancêtres. Oui, c'est définitif. Il y en a plein qui sont allés faire la pièce aux States puis qui sont revenus. Fait que s'ils allaient manger au restaurant, là, ce qui devait être quelque chose qui arrivait à l'occasion. Oui, sûrement. Clairement, ils sont appris. Ouais. Ben, j'imagine que ce restaurant-là devait être dans le petit Canada. En fait, non, c'était un restaurant qui se trouvait sur la rue principale, la rue Maine. Donc, le petit Canada, c'était un des quartiers, oui, mais vraiment, tout le centre-ville, c'était devenu canadien déjà vers les années. Oui, c'est ça. C'était pas juste les petits Canadiens qui parlaient français dans ce temps-là. Ouais, parce que comme on disait, ils sont devenus presque majoritaires là, à un certain moment. Donc, ils étaient vraiment partout. Alors que, par exemple, si on parle des autres villes canadiennes, françaises qui sont bien connues, comme Lowell, par exemple, les Canadiens français, ils ont jamais représenté plus que 30% de la population. Même si c'était 30 000, ce qui est quand même très important. C'est une grosse ville, fait que c'était pas assez. C'est ça, exactement. Alors qu'ici, à Lewiston, ils sont devenus majoritaires, et puis on avait les racketeurs, on avait beaucoup de choses, et puis on était très attachés avec le Canada. On avait des concours de la bonne chanson, on avait... d'ailleurs, on avait eu le premier concours de la bonne chanson organisé au monde. C'est parce que... Vous connaissez sûrement l'histoire de la bonne chanson, c'est le frère Hyacinthe Gadebois de Saint-Hyacinthe, qui lui, il avait les petits fascicules, là, la bonne chanson. Okay. Mais ça vient ça vient d'un barde breton que lui, en France, il avait commencé cette idée de la bonne chanson, là, les chansons avec les bonnes mœurs, les bonnes valeurs catholiques, chrétiennes, Lui, il a fait des tournées aux États-Unis, au Québec, ça a commencé, ça s'est implanté au Québec avec le frère Gadebois. Puis en fait, c'est ici, en Nouvelle-Angleterre, on distribuait aussi ces fascicules-là de la bonne chanson. Et c'est ici à Lewiston qu'il y avait l'ancien maire, un certain monsieur qui s'appelait Louis-Philippe Gagné, qui lui, il venait du Canada. Lui, il est venu du Québec à la base, mais il s'est établi ici dans la vingtaine. Et puis, c'est lui, avec son association des vigilants, il a fait venir, en fait, il a fait un concours
de la bonne chanson ici, c'était un concours avec toutes les écoles paroissiales, on chantait des chansons, puis il y avait une compétition, puis des juges, tout ça, il a fait venir le frère Gadebois, puis il y avait peut-être 5000 personnes qui participaient à cette compétition-là. Après ça, on commençait à avoir des concours au Québec, à Manchester, tout ça. Donc ça, c'est quand même très intéressant, pareil. Quand même. Ouais. J'avais entendu parler de la bonne chanson, mais je m'y connaissais pas là, tant que ça. On avait même la Bolduc qui était passée par ici, Grimaldi, il y avait même des troupes françaises qui sont venues ici, en passant par Montréal, qui sont passées par ici. Donc c'est ici à Lewiston, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y avait une telle concentration de clubs musicaux, des clubs comment dirais-je, où on faisait des pièces théâtrales, des choses comme ça, à certains points que il y avait l'historien Robert Rumilly, qui était d'origine française, qui s'était établi au Québec. Il avait baptisé Lewiston-Auburn l'Athènes de l'Amérique française. Quand même. Ouais, c'est quand même pas rien. Ah ben. Ouais. Venez écouter, mes chers copains, des légendes et des contes s'enivrent, trésors cachés dans les cœurs. Moi, ce que je trouve vraiment passionnant dans son histoire, là, c'est que, tu sais, si on n'aurait pas jasé de ça avec lui, j'aurais pas nécessairement su, mais il y a des ancêtres qui viennent de la Beauce. T'sais, moi, j'ai des ancêtres au Québec qui viennent de la Beauce. Plusieurs, et beaucoup de générations. Mais, tu sais, le parcours est essentiellement le même. J'ai même, mon arrière-grand-père est même allé aux États-Unis, mais moi, il est revenu, lui, il reste là, mais, tu sais, ses ancêtres et mes ancêtres, ils se connaissaient peut-être même, là, ils sont peut-être déjà vus ou ils n'étaient pas ça de la même place, mais tu sais, ils sont peut-être déjà côtoyés à un moment. Puis là, maintenant, lui est américain, et bien nous autres, moi je suis dans l'ouest de Montréal, mais essentiellement, le parcours est à peu près le même, sauf que ben, lui est devenu franco-américain, puis nous autres, ben, on est revenu au Canada. Une décision différente à quelque part dans la vie d'un de mes ancêtres, puis aujourd'hui, je serais peut-être un franco-américain, ou toi, puis lui serait peut-être un Québécois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je trouvais ça intéressant, hein, Henri Barois, un inventeur, hein, qui a fait c'est un patenteux, hein, nos ancêtres. Oui, nos ancêtres, des patenteux. C'est ça, c'était des inventeurs, hein, dès les premiers, hein, parce que bon, quand le premier bateau est arrivé, si t'avais oublié ton marteau en Europe, là, mon chum, il n'y avait pas de magasin à côté, là, pour en acheter un autre, fait qu'il fallait que tu trouves une autre solution, là, tu sais, fait que... Tu vas chez Canadian Tire, puis tu t'achètes un marteau, tu sais. Non, c'est ça, mais bon, je pense que des inventeurs, il y en a eu beaucoup, hein, des Canadiens français, puis je pense que ceux qui sont partis aux États-Unis aussi avec à ce moment-là, la révolution industrielle, ben puis le clergé, hein, catholique qui était très qui restreignait beaucoup là au niveau là du capitalisme de l'époque, les Canadiens français, fait qu'il y en a beaucoup qui se sont exilés aux États-Unis. Pour exploiter des commerces qu'ils n'auraient pas pu faire là, s'ils avaient resté au Québec à cette époque-là. Puis bon, je reviens un peu aussi, hein, tu parlais que peut-être tes ancêtres et ses ancêtres se sont peut-être déjà côtoyés en Beauce ou en quelque part là en Nouvelle-Angleterre. Et si vous avez des ancêtres... On peut pris le train ensemble pour aller dans les usines. Peut-être. Il y a des gens qui ont des ancêtres de Lewiston, hein, sachez que bon, peut-être vos ancêtres sont allés au restaurant d'Henri Marois et de Rosanna Bézinet. Qui nous amène au prochain sujet. Hein. La dernière fois, on a parlé, hein, de l'Assemblée des 6 comtés où est-ce que les chefs patriotes ont été mis sous arrestation. Ben, aujourd'hui, on va parler de leur exil aux États-Unis avec Réal Hood qu'on vous présente à l'instant. Il y a Wilfred Nelson là, qui attise un peu là, les tensions lors de l'Assemblée des 6 comtés où est-ce qu'il va dire bon, moi je pense que c'est le temps là, de faire fondre les cuillères et faire des balles avec ça, puis puis là, ça attise un peu, puis là, on parlait des événements de Saint-Denis qui vont avoir lieu en 1837, lors de la première rébellion. Les tensions vont se calmer un peu là durant l'été, mais la plupart des chefs patriotes sont en exil aux États-Unis parce qu'ils ont été mis sous arrestation.
Qu'est-ce qui se passe avec eux autres aux États-Unis pendant Bon, ce temps-là? c'est sûr que Papineau va s'enfuir aux États-Unis. Mon ancêtre Louis Renaud Blanchard s'en va aux États-Unis aussi, avec d'autres également. Wilfred L'objectif à ce Nelson, moment-là, c'est de revenir plus fort? Ou pas déjà d'éviter de se faire nécessairement, pendre? sont en fuite, parce que n'oublions pas que les États-Unis ont refusé d'embarquer là-dedans. Ouais. Ça, c'est un Mm. fait. Wilfred Nelson va être arrêté, il va être envoyé à, je pense, aux Bermudes, mais ça, je voudrais que un truc de mémoire, mais il va revenir. Il va revenir un peu plus tard, quelques années plus tard, puis il va un peu désavouer à cette époque-là, parce que n'oubliez pas qu'il va devenir maire de Montréal aussi. Un peu Ouais. plus tard. Donc, c'est un Anglais qui a épousé une femme d'un milieu seigneurial. Qui est une descendante de Pierre Boucher de Boucherville. Donc, c'est un médecin. Il va exercer son métier aux États-Unis un bout de temps. Après, il va revenir, puis etc. Mais on voit dans certaines sources que lui puis Papineau, là, à partir de la rébellion, sont plus nécessairement en communication fraternelle, mettons. Ils sont pas du même avis. Papineau va revenir, va plus s'occuper de sa... Tu sais, il va continuer à s'impliquer en politique, mais c'est plus le tribun d'avant la rébellion. Il va mourir à son manoir quelques décennies après, mais il va être seigneur, hein, faut jamais oublier. Puis, il est assez sur les droits des femmes, parce qu'on parlait des femmes aussi à l'époque un peu, puis il y avait une tendance plus traditionnelle, conservatrice. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir comment c'est tous ces patriotes, bon, à part Joseph Soindrel qui est décédé, il y a eu c'est plus spectaculaire, là, vu que c'était le vice-président de l'Assemblée de Saint-Comté, puis il était seigneur de Cournoyer. C'est plus spectaculaire des décès en 1838, je parle. Après ça, il y a les gens de 1839, c'est sûr qu'avec Delorimier et compagnie, puis c'est comme un durcissement qui s'est fait, une frange plus qui a décidé d'aller plus loin. Ça, je suis moins connaissant sur cette partie-là, je l'ai moins étudié. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1840, 1841, on met ça de côté pour aller... on voit que Hippolyte Lafontaine puis d'autres personnages vont dire, bon, OK, on va essayer de... Puis le pouvoir anglais, ils ont dit, OK, il est arrivé ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et tu as plein de gens qui étaient déjà dans le conseil spécial, qui étaient des seigneurs. Hein. Faut jamais oublier que nos conseillers législatifs, il y en a qui ont été envoyés au conseil spécial, puis etc., pendant la transition démocratique, qu'il n'y a pas eu de démocratie d'élection. Mais ces gens-là, après ça, on les appelle les réformistes. Ça, Éric Bédard, dans son livre, en parle, présente un peu toute cette époque-là et beaucoup plus intéressant moi sur ce dossier-là. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a un réalignement. Et là, il y a le Haut-Canada, le Bas-Canada. Il faut jamais oublier que Louis-Hippolyte Lafontaine a déjà été impliqué à Toronto également. Il y avait des amis. Un de ses amis, c'était Darcy McGee, etc. C'est un autre personnage intéressant, Louis-Hippolyte Lafontaine, hein, qui est né à Boucherville, mais qui a été député à Terrebonne, il a été député un peu partout. Donc, c'est intéressant de voir ce personnage-là avec d'autres prendre le relais. C'est pour ça que moi, l'époque des Patriotes, je vois ça comme une espèce de prise de conscience que là, il y a, autant chez les Britanniques que chez les Canadiens français, que là, si on veut vivre ensemble, il va falloir trouver un modus operandi différent. Enfin, là, on peut pas revenir à un durcissement du pouvoir anglais avec le refus des 92 résolutions comme ça a été le cas. Oui, parce que sinon, ça va recommencer. Ça va recommencer, un peu comme quand Durham arrive avec son rapport, puis ça, c'est insultant pour les gens. Donc, il y a tout ça, là, cette période-là, moi, que je trouve 1830 à 1840, cette décennie-là, m'apparaît comme une période charnière pour, c'est comme si cet excès de patriotisme qui a eu lieu là et la défaite n'a pas été a été une défaite, oui, militaire, mais ça, vu qu'il y avait des francophones qui ont décidé de pas nécessairement embarquer, puis vu qu'il y avait des anglophones aussi du côté des patriotes, ça a fait, j'ai l'impression que ça a fait réaliser aux gens
hein, l'hypothèse. Et c'est pour ça qu'après, on tombe... bon, Monsieur l'article meurt au 1840, d'autres personnages meurent, Saint-Ours, le shérif aussi, va mourir dans ces eaux-là. Donc, on se ramasse avec une nouvelle génération, avec quelques vieux sages comme Louis-Hippolyte Lafontaine. Et là, ces gens-là vont enclencher un autre système. T'as des Chériers là-dedans, t'as Vigée, etc. Donc, il y a des personnages qui vont devenir importants pour la suite. Cette espèce de transition qui nous amène vers le Canada 1867. Et là, on voit le Haut-Canada, le Bas-Canada, mais on voit qu'il y a des tensions entre dans les groupes chez les Canadiens français, chez les Canadiens anglais, et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On dit, OK, on veut plus revenir à 1837, 1839. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on Oui. peut? Puis tu sais, on peut voir aussi, là, je sais que c'est un peu ça, mais en 1867, quand ils forment le Dominion, là, quand ils font la Confédération, l'objectif à ce moment-là, ce qui n'est pas le pays qu'on a maintenant, là, Non, l'objectif, c'est d'avoir une association d'États oui. qui partagent des pouvoirs avec un gouvernement central faible. Je veux dire, tu donnes ça à l'Alberta puis au Québec présentement, là, puis il n'y a pas vraiment de mouvement séparatiste nulle part. Tout le monde serait content. C'est une union C'est la différence entre le mot confédération et fédération. Une fédération, c'est parce que le mot province veut dire un territoire conquis. Bon, c'est ça. Mais une fédération, c'est que tu as un gouvernement fort et les autres sont des exécutants. Une confédération, en principe, c'est des endroits égaux qui disent, ben, on va partager un pouvoir central, mais on garde notre identité selon nos milieux. Et ça, c'est très difficile. On n'est plus là, on n'est pas là. Oh, on n'est pas là du tout. Mais il y a eu des passes. Moi, je vois ça quand on regarde l'histoire. Moi, j'aime beaucoup voir l'histoire comme une histoire des décisions. Il arrive la conquête, hein, puis après ça, le traité de Paris 1763. Bon, là, c'est la France a tout perdu ça. Ouais. Mais là, entre 1763 et 1774, jusqu'à l'Acte de Québec, il y a des tractations, il y a des décisions qui sont prises. Pour arriver à la décision de laisser les Canadiens français jouir de leur langue et de leur religion, c'est une décision qui a été prise, qui était donc chez les Anglais, il y avait aussi des modérés. Hein. C'est pour ça que autant chez les francophones, tu avais des modérés, puis tu avais des exaltés ou des gens qui voulaient aller loin au niveau de la violence. Tu en avais chez les anglophones aussi des gens comme ça, hein, des patriotes. Qu'est-ce qui fait que ils ont laissé à l'ancienne Nouvelle-France le droit de langage et de religion, tandis en Acadie, ils ont juste sorti tout le monde qui voulait pas... Ben, peut-être qu'ils ont vu l'erreur que ça a donné aussi en Acadie, tu sais, parce que c'est sûr que c'est pas avec nos yeux de maintenant, ben les journaux vont passer pour une gang d'écœurants, mais là, regardez, on voit ces temps-ci quelqu'un qui a des velléités de conquérir des territoires, on le voit actuellement, ça existe à chaque époque, ça. Et à un moment donné, on dirait que c'est ça qui s'est passé. La guerre de 7 ans finie. Bon, la France a perdu la Nouvelle-France. Les Anglais arrivent. C'est sûr qu'au début, c'est pas toujours simple, ces relations-là. Mais pour arriver à 1774, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a dû avoir des liens qui sont créés. Et là, on dit, bon, OK, on peut-tu vivre en paix? Puis c'est quand même, je me mets dans un gouvernement qui arrive sur place. Là, les Anglais arrivent sur place. Ça fonctionne bien, les seigneuries. Ils ont le même système en Angleterre. C'est semblable. Pourquoi aller tout changer ça va nous causer bien plus de problèmes que d'autres choses. Faut jamais oublier que l'être humain est foncièrement paresseux. Hein. On veut chercher on essaye de trouver le moins, hein, d'arriver à l'avantage avec le moins de coûts. Ça, c'est vrai dans tout. Hein, et moi, c'est l'hypothèse que j'aimais que les gens de bonne volonté ont gagné contre les extrêmes. Parce que c'est sûr qu'il y en avait. Ouais, ils devaient en avoir, on rase tout le monde, let's go. C'est sûr qu'il y avait. En même temps, de l'autre côté, tu sais, on le cachera pas, tu sais, on avait des élites, mais on avait aussi le clergé était quand même, tu sais, toutes nos communautés étaient des communautés foncièrement basées sur des églises, donc des communautés un peu religieuses. Puis tout ça avait le clergé qui est une machine administrative solide. Ils ont dû avoir des discussions là avant. Ben c'est sûr, c'est sûr.
Oui, c'est sûr qu'il y a eu des discussions, il y a eu des mésententes. Moi, je vous invite à aller voir l'histoire des évêques de Québec. C'est assez intéressant. Il y a eu des petites chicanes. À chaque épisode, une nouvelle page. Découvrons ensemble tout cet héritage. Parlons ancêtres, autour d'un feu, les voix du passé. J'ai jadis, quand je faisais, j'ai fait une vidéo sur les patriotes, sur nos ancêtres patriotes, que vous pouvez aller voir, là, qui est disponible sur la chaîne. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à cette époque-là, quand je faisais des recherches, j'étais tombé sur la lettre d'Henri Brien. Est-ce que tu sais c'est qui Henri Brien? Le nom me dit quelque chose, mais est-ce que tu peux m'éclairer, s'il te plaît? Henri Brien partageait au début, là, dans le film, le 15 février, là, de Ouais, Falardeau. c'était lui qui était dans la même chambre Ouais, c'est ça, que Delorimier. Exactement. Puis Delormier aurait fait un témoignage hors pair, là, qui défendait sa cause, là, puis qui l'aurait sauvé. C'est toutefois un témoignage d'Henri Brien qui a fait en sorte qu'il a inculpé Delormier puis qui a été pendu. Puis bon, c'est ça, on peut le voir là au début du film qui change de cellule parce que, excuse-moi, là, tu sais, il est pas capable de partager la même cellule du gars qui a trahi. Ceci étant dit, j'avais trouvé dans un journal, là, je faisais des recherches sur la BANQ à l'époque, puis j'ai malheureusement pas gardé de traces de ça, et je ne retrouve plus la lettre d'Henri Brien qui avait été publiée dans un journal à l'époque, une page complète, là, écrite là, en colonne comme ça, puis qui explique. Mais il va dans le détail parce que lui aussi il était exilé aux États-Unis, puis il explique qu'est-ce qui se passe avec ces chefs patriotes-là qui sont en exil là, avec chacun, là, puis quasiment date par date, là. Papineau est allé là à New York rencontrer quelqu'un, un tel, puis bon. Fait que si jamais il y a quelqu'un qui retrouve là, cette lettre-là, j'aimerais bien mettre la main là-dessus. Ça serait super intéressant. Sinon, eh bien, prochain sujet, on est à notre 6e capsule là, sur l'histoire de Saint-Lazare avec Paul Lavigne. Bon, la dernière fois, on a parlé des commerces, on a parlé déjà aussi du mythique bar chez Maurice. On a parlé beaucoup du fait que Saint-Lazare a augmenté en population là, dans les dernières décennies. Aujourd'hui, ben, on parle pas d'histoire, on se tourne vers l'avenir. Et quel est l'avenir de Saint-Lazare? Et on en discute avec Paul Lavigne, qu'on vous présente à l'instant. Avant qu'on parle des événements à venir pour le 150e de Saint-Lazare, tu pourrais me dire comment, après avoir lu toute l'histoire puis connaître l'histoire autant que ça de la ville, comment tu vois l'avenir de Saint-Lazare de Vaudreuil? Bonne question. Je pense que tout va dépendre de les décisions de la CMM au cours des 3, 4, 5 prochaines années. Ça va être le facteur décisionnel qui va nous permettre de grandir à un rythme qu'on est capable de le faire, ou si on nous impose politiquement des décisions qu'on va avoir de la misère à rencontrer. À ce moment-là, j'ai l'impression qu'il va falloir aller chercher d'une façon ou d'une autre un accès à de l'eau qu'on n'a pas présentement. Que ça soit par, puis encore là, une source au travers de Hudson, lac des Deux-Montagnes, ou que ça soit à travers de Vaudreuil, par la rivière des Outaouais. Est-ce qu'on parle partenariat avec les voisins? Ben, c'est ça. Alors, est-ce que ça se fait? À quel coût? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Est-ce qu'on parle d'une fusion éventuelle avec une ville proche pour être capable d'avoir accès à l'eau? Bref, tout est dans les airs, tout est vraiment à voir, et j'ai l'impression que les 2-3 prochaines années vont être extrêmement critiques pour le développement de Saint-Lazare, et avec l'hôpital qui s'en vient également dans 2 ans, ça aussi, comment est-ce que ça va influencer le côté est de la ville avec l'entrée, la sortie de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Fait on a développé très bien, on a su comment développer, on est en train de travailler sur notre centre-ville pour attirer des nouveaux commerces
surtout de l'alimentation, pour faire une boucherie, une pâtisserie, une poissonnerie, quelque chose que vraiment on va être capable de grandir. On a des garderies, on a des pharmacies en masse, ça c'est pas un problème, mais quel autre commerce est-ce qu'on serait capable d'aller chercher pour nous permettre de vraiment embellir notre centre-ville? C'est sur quoi les élus travaillent présentement, et les 2-3 prochaines années vont être charnières pour l'histoire de Saint-Lazare. Parfait. Parlant de l'histoire de Saint-Lazare, eh bien, on fête le 150e. Peut-être tu pourrais nous montrer, je pense que tu as le livre là, à proximité. Bel ouvrage, je l'ai aussi entre les mains, un super bel ouvrage, Patience vaincra. Si tu pourrais nous parler là, de comment se procurer le livre, où se le procurer, combien ça coûte. Oui, alors le livre est disponible auprès de notre éditeur qui est la Fédération Histoire Québec. On a eu le plaisir cette année d'avoir la Fédération qui ont accepté d'éditer notre livre et le distribuer. Alors si vous allez sur le site de la Fédération Histoire Québec en boutique, vous êtes capable de commander le livre-là, il est 25$. Vous avez également la version PDF pour les liseuses. Malgré qu'un livre historique, c'est un petit peu moins intéressant de lire sur une petite liseuse, surtout dans ce cas ici qu'on parle de plus de 700 photos graphiques, cartes, etc. Mais si jamais quelqu'un ça l'intéresse, elle est disponible là aussi. Le musée régional de Vaudreuil-Soulanges vend des copies également. Et à travers de la Société historique de Saint-Lazare. Alors, vous pouvez toujours envoyer un message à info@shsl.ca et ça va nous faire plaisir de vous faire parvenir un livre où est-ce que vous voulez. Et nous sommes très heureux là, de ce livre qui nous a pris à peu près 3 ans de travail. Près de 2500 à 3000 heures de bénévolat pour les 2 auteurs, Donald Simpson et moi. Et comparé à un roman qu'on est capable d'écrire en 600-700 heures, le roman, tu peux dire ce que tu veux. C'est ton histoire, tu le comptes à droite, à gauche. Un livre historique, faut que les données soient quantifiées, soient confirmées, soient validées. Et la recherche, elle est absolument incroyable. Et on est extrêmement fiers de la qualité du livre qu'on a réussi à produire. Et je pense que c'est un beau legs pour Saint-Lazare et pour les années à venir là, pour être capable de démontrer là, la beauté de notre ville et de notre région. N'importe qui est plus ou moins proche de la région, qui aime un peu l'histoire de la région, là, c'est un bel achat parce que là, il est disponible maintenant, là, mais dans 10-15 ans, quand que ça sera plus le temps du 150e, les gens qui vont être intéressés à ça, ça va être un peu plus difficile à avoir, là. C'est un bel ouvrage. Félicitations. C'est sérieusement, c'est excellent pour la région, c'est excellent pour les gens qui aiment l'histoire, les gens qui aiment la généalogie. Alors, bravo. Merci beaucoup. Puis vous avez fait le lancement le 21 novembre, si ma mémoire est bonne. Justement, combien que vous en avez vendu depuis ce temps-là? Alors, on est à peu près à 325 de vendus sur les 450 qu'on avait imprimés au début. On a imprimé 50 exemplaires, couverture rigide dans un boîtier commémoratif. Et eux autres se sont tous vendus comme des petits pains chauds. Et 400 exemplaires de livres en couverture souple. Il nous en reste un peu plus qu'une centaine maintenant. Et ça, on a tout un paquet d'activités en 2025 qu'on va être capable de le vendre. Et notre éditeur également nous demande et redemande des livres à force que la demande est élevée un peu partout au Québec. Alors, est-ce qu'on va aller dans une deuxième impression? On verra peut-être un peu plus tard cette année là, si on va faire ça ou non. Mais non, on est très, très, très content du résultat. Et encore là, au prix qui est vendu à 45$, c'est un prix vraiment bon marché. C'était quelque chose que la Société historique voulait. On voulait que ce soit un livre accessible aux gens, que n'importe qui pouvait s'acheter, versus le prix du marché qui aurait peut-être été dans le 60-65$ à ce moment-là et qui aurait peut-être plus moins de monde qui l'ont eu. On a pris une décision stratégique à la Société historique de le vendre à un prix qui couvrait nos coûts, qui nous permet de faire un léger profit, mais qui nous permettait à plus de monde possible de l'avoir en main. Ça fait qu'on est bien content du résultat. Ouais, l'idée, c'est plus d'être utile à la Société d'histoire que de faire un gros profit. Oui, puis déjà là, on a des écoles qui nous appellent pour aller faire des présentations sur l'histoire de Saint-Lazare, etc. Alors, c'est un peu ce qu'on voulait, sensibiliser les gens à ce qui s'est passé. Et c'est un peu différent de l'album du 100e et du 125e, qui étaient des albums photos, là, qui étaient un peu... Ouais.
sans nécessairement l'histoire. La beauté de ce livre-là, c'est la moitié du livre est avant 1875. Alors, comment est-ce que le territoire s'est développé au cours des 300, 400, 500 ans avant la création de Saint-Lazare, et ensuite, de 1875 à aujourd'hui, comment les commerces se sont développés, les quartiers, les associations, les groupes, etc. Alors, on voit vraiment chronologiquement comment la ville s'est développée au cours des années, et de voir la progression un peu là, qui s'est faite, surtout dans les 25 dernières années, qui est incroyable. Alors, non, on est très satisfait du résultat, bien heureux. Comme je disais, c'est un très beau travail pour l'avoir consulté. Sinon, tu parlais des événements, où est-ce que vous allez en revendre? Quels sont ces événements à venir? Alors, j'ai le plaisir d'être le président du comité des fêtes du 150e de Saint-Lazare. Alors, on travaille depuis presque 2 ans maintenant sur notre programmation qu'on vient de lancer il y a quelques semaines et qui va être diffusée à la grandeur au mois de janvier. Alors, on a décidé à la demande des gens, on a demandé un peu les gens de Saint-Lazare qu'est-ce qu'ils voulaient comme fête du 150e, et le message a été clair, on veut des fêtes qui vont durer toute l'année et non pas juste quelques semaines. On veut des activités axées vers la famille, on veut des activités gratuites, quelques activités payantes et des petits clins d'œil au passé. Alors, c'est ce qu'on a fait. Alors, on a 4 fêtes. Une fête d'hiver au mois de février, où est-ce qu'on ramène les anciens Canadiens contre les Étoiles de Saint-Lazare. En 1975, au 100e anniversaire, des Canadiens étaient venus. Alors, on les ramène cette année, 50 ans plus tard, et on a même un joueur qui a joué pour Saint-Lazare il y a 50 ans, qui va jouer pour l'équipe des Canadiens cette année. Alors, on lui a eu une petite base, et M. Henri Ravel, qui a joué à ce moment-là, va jouer pour l'équipe des Canadiens avec les Étoiles cette année. Excuse-moi, il n'y avait pas Larry Robinson aussi qui habitait Saint-Lazare? Oh, on a eu Larry Robinson, on a eu Steve Shutt, on a eu Guy Lapointe qui habite encore ici. Alors, on a eu énormément de gens qui sont demeurés ici pendant des années. Alors, c'était l'endroit. En Trotine, ici, là, les gens venaient demeurer ici. Les joueurs des Canadiens venaient ici. Aujourd'hui, c'est plus Brossard, là, mais... Ouais, mais avant, il y en avait beaucoup aussi. Vaudreuil sur le lac, ce coin-là. C'était... Ouais. Dans les années 70, c'était le spot à venir. C'était le spot, ouais. Ouais. Okay. Fait qu'après le match des anciens Canadiens, le lendemain, on a une fête au Parc des Forestiers. On fait une course de lit loufoque sur glace, Red Bull. Fait que les gens construisent leur lit, une course à obstacles sur glace, course de lit. Alors, on connaît les courses de lit sur roue l'été, qui descendent des côtes. Nous, c'est sur glace. Alors, 4 pousseurs, une personne sur le lit, les prix pour les lits les plus bien décorés, les plus beaux costumes, les équipes les plus rapides, une course à obstacles sur glace. On a une exposition de motoneige ancienne avant 1990. On parle d'une centaine de motoneiges des années 40, 50 jusqu'à les années 90. Des courses d'équipe. Bombardier, puis les compétiteurs, puis ouais, les gros bombardiers à 12 passagers, là. Ouais, on va en avoir quelques-uns. Qui ressemble plus à un autobus qu'un skidoo, là. Ouais, on va en avoir quelques-uns qui vont être à l'exposition. Différents modèles. On a des courses d'accélération de motoneige anciennes, tout le temps. Au mois de mai, on a le plus grand rassemblement de cerfs-volants géants à l'aéroport de Saint-Lazare, des montgolfières pendant une journée complète, des ateliers pour les enfants pour construire les cerfs-volants géants. Alors, ils vont pouvoir voir ces bêtes-là dans le ciel. Des fêtes de quartier au parc Saddlebrook, au parc Grand-Prix. On organise un opéra urbain avec des idéateurs du festival Juste pour rire, avec des artistes de cirque, un spectacle à grand déploiement le 22 août prochain au Parc Bédard. On parle de pyrotechnique, on parle de laser, on parle d'écran géant, etc. Opéra urbaine, on a développé une à Montréal, 2 en Europe. Ça va être seulement le 4e que ce groupe-là définit. Et ça va être l'histoire de Saint-Lazare en 7 tableaux. Alors, on a repris le livre de Saint-Lazare et on a reproduit cette histoire-là avec des tableaux, avec des danseurs, des acrobates, des funambules, etc. sur un spectacle haute vestige. Un souper dans le parc le samedi soir, où est-ce qu'on ramène un peu la tradition de souper entre familles, souper entre amis, souper entre voisins, dans un lieu commun, alors dans le parc Bédard, avec l'animation, de la musique, etc. Le plus grand défilé que Saint-Lazare a jamais vu, le dimanche 24 août, dans les rues de Saint-Lazare. Encore là, avec l'histoire de Saint-Lazare, des représentants des groupes irlandais, des groupes écossais, des groupes français, tous les développements, les années qu'on a eu ici.
Et en septembre, on fait la fête des bâtisseurs, où est-ce que, lors d'un cocktail dînatoire, on va célébrer les 25 plus grands bâtisseurs de l'histoire de Saint-Lazare avec une exposition qui va être disponible pour que les citoyens puissent venir le voir par la suite, où est-ce qu'on va avoir des banderoles qui vont expliquer le rôle que tous ces gens-là ont eu. Puis ce soir-là, ça va être vraiment une soirée gala avec un cocktail dînatoire où est-ce qu'on va se ramasser ce soir-là. Puis ça devrait être le dernier événement de 2025. Fait on parle d'une quarantaine d'activités, 12 jours d'activités tout le long de l'année. Et 90% des activités sont gratuites pour tout le monde qui participe. Fait que très intéressant. C'est une belle programmation. Oui, tout à fait. Mais je pense aussi que tu peux te vanter que Saint-Lazare, on disait la population tantôt, 20 quelques villes, c'est pas une petite ville, mais c'est pas non plus une très grande ville. Par contre, au niveau des abonnés de la Société d'histoire de Saint-Lazare, je pense que vous avez un pas pire nombre là. On est rendu à 425 abonnés, qui nous met parmi les sociétés historiques les plus actives du Québec. Et définitivement, le point de vue pourcentage de la population, on est dans le top. Ce qui fait bien heureux de qu'est-ce qu'on a pu faire dans 200-300 avec la Société historique. Et qu'avec notre magazine qui sort à tous les 4 mois, on a des gens qui nous suivent, plus de 1300 personnes qui suivent nos messages réguliers sur des réseaux sociaux. Bref, Société historique, elle est forte, elle est puissante et très appréciée ici à Saint-Lazare et très impliquée dans toutes les activités également, ce qui fait la beauté de notre participation, si on veut. Est-ce que c'est à cause que c'est le 150e qu'il y a un enthousiasme comme ça, ou c'est juste parce qu'il y a un super bon président? On a modifié nos techniques il y a à peu près 3 ans, où est-ce que monétairement, on n'a pas de local. Fait que définitivement, monétairement, versus d'autres sociétés historiques qui ont pied à terre, qui ont une hypothèque à payer, ou etc. Ce qui fait que avec notre magazine historique qu'on sort à tous les 4 mois, nos partenaires commerciaux, qui sont nos commanditaires, supportent amplement les besoins financiers de l'organisation pour l'année. Ce qui fait qu'au lieu d'aller charger un 20-25$ pour avoir un membre, et à ce temps-là, on avait une trentaine de membres, si on veut, là 3 ans, on a mis le membership gratuit. Fait que le membership est gratuit, les gens peuvent embarquer, les gens ont la revue, et là, tout d'un coup, il y a eu de l'intérêt, et d'où notre participation à 425. Fait que c'est un cercle qui s'entraîne. Le plus qu'on a de gens, le plus qu'on a de commanditaires qui embarquent à cause de notre revue élue par plus de monde, le plus que les revenus des commanditaires fonctionnent, le plus qu'on a de gens qui s'abonnent, etc. Ouais. Alors, c'est une technique que plusieurs sociétés historiques maintenant nous posent des questions sur comment vous avez fait pour migrer vers ça, et c'est quoi votre approche? Et là, on commence à dire, nous autres aussi, on aimerait faire ça dans notre société historique. Alors, c'est une approche inusitée que la Fédération Histoire Québec aimerait qu'on présente à un moment donné lors d'un congrès, puis dire, voici comment on a réussi à avoir des membres et faire progresser notre société historique et qui fonctionne très bien. Fait que c'est une nouvelle approche et ça a vraiment bien fonctionné. Et on a un CA qui est très dynamique également. C'est comme les saucisses à grade. Là, comment qu'on fait? Mettons, moi et Eric, on n'est pas membre, puis on veut devenir membre, c'est quoi qu'on fait? N'importe qui peut aller sur le site web de la Société historique de Saint-Lazare. Alors, shsl.ca. Alors, vous avez à ce moment-là le site web de la société. Dans membre membership en haut, vous allez cliquer sur là-dessus. Vous remplissez le formulaire, vous devenez membre automatique, c'est gratuit. Il n'y a pas de autre que ça. Vous êtes automatiquement sur notre liste de distribution pour notre magazine à tous les 4 mois. Et on envoie le magazine en version électronique. Tous les 4 mois, vous avez un lien, vous le téléchargez, et on parle d'un magazine de 16, 20, 24, 28 pages à tous les 4 mois sur des petites capsules d'histoire, sur des choses qui se sont passées, sur un clin d'œil, sur des anciens maires, etc. Et les gens peuvent comprendre ou apprendre beaucoup plus sur Saint-Lazare. Et c'est ouvert à tout le monde. On a des gens du Nouveau-Brunswick, des gens de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario, de New York qui sont membres de notre société historique. Bas du fleuve. Alors c'est ça qui est le principe. On veut partager l'information et comme ça coûte rien, vous complétez le formulaire. Puis si jamais un jour ça vous tente pas, vous nous envoyez un message, on vous enlève la liste de distribution, puis c'est fini là. C'est pas plus grave que ça. Alors c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir faire des demandes et ça nous fait plaisir. Paul, sur ce, je pense qu'on a fait le tour là quand même on a fait un bon bout de l'histoire de Saint-Lazare.
Je te remercie beaucoup pour ta générosité de ton temps, puis aussi pour faire ça. Hein, je te remercie aussi au nom. Je suis pas un habitant de la ville de Saint-Lazare, mais je te remercie au nom de ces gens-là parce que c'est super important le travail que vous avez fait là au niveau tant de la recherche que de l'écriture. Puis là-dessus, ben je te remercie beaucoup. Ben, merci beaucoup, Éric et Yann, pour m'avoir reçu aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous et de parler de Saint-Lazare. On est très fiers de notre ville et qu'est-ce qu'on a fait. Et merci beaucoup d'avoir m'avoir fait l'occasion de partager avec vous un petit break de notre histoire ici à Saint-Lazare. Bien apprécié. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci. Au revoir. De Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage qu'on porte en nous. Écoutez nos histoires riches de vive voix. Bon, vous comprendrez qu'évidemment, nous, on enregistrait ça là, il y a de cela quelques mois déjà. Il y a des événements là, qui sont déjà passés. Entre autres, le match des anciens Canadiens. Puis une chose, moi, que je trouve intéressante, c'est que, bon, je me souviens plus du nom, mais il y avait un joueur de Saint-Lazare qui avait joué là, lors d'une édition là, il y a de cela environ 30 ou 40 ans. Puis aujourd'hui, ben, il joue encore. Le monsieur, mais au lieu de jouer avec l'équipe de Saint-Lazare, ils l'ont fait jouer avec les anciens Canadiens. Quand même. Étant donné qu'on a déjà passé à travers là, toutes les capsules là, de l'entrevue avec Paul Lavigne sur l'histoire de Saint-Lazare, puis on va faire un montage, puis on vous présente l'entrevue complète le mois prochain. Pour ce qui est de notre prochain sujet, un autre sujet qu'on conclut aujourd'hui avec Philippe Aubry qui nous parle de l'histoire des trains au Québec. Aujourd'hui, on va parler des avancements technologiques là, que le train a passé à travers son histoire. Moi, je suis un peu curieux, Phil, là, sur l'aspect technologique. Tu disais tantôt qu'il y a eu des trains qui étaient plus électriques. Avant ça, c'était des locomotives à vapeur. Les trains diesel, tu sais, c'est quoi le développement? Là? Mettons un train qui part de Montréal, à quel moment qu'on avait quelle sorte de locomotive? Quand est-ce que ça a changé? Quand est-ce que ça a évolué? Je peux pas te dire les dates exactes, mais je pense que c'est intéressant comme question parce qu'on pourrait faire un survol des différentes technologies qui ont existé. Faut savoir que l'électricité sur les trains, ça arrive à peu près probablement justement dans les années 1920. Mais au niveau des tramways, l'électricité, c'est utilisé à partir des années 1890. Oui, ben dans ce temps-là, il amenait l'électricité par des fils. Le train électrique, c'est quoi? Il emmagasinait, il générait? Comment ça fonctionnait? Le train électrique, c'est le même principe que le tramway. Quand on regarde les vieilles photos du train de banlieue, avant que ça soit le train de banlieue, mais du train du Canadien national, c'est le même principe. Tu as des crochets au-dessus, puis tu vas avoir une ligne électrique par-dessus les rails, parce que j'imagine, pour des raisons de sécurité, on était quand même capable de se dire qu'ils les met sur les rails en métal. Comme dans le métro. Ouais, exactement, c'est ça. Puis surtout que les rails, c'est assez exposé à beaucoup d'endroits là sur la ligne. La technologie de la vapeur, ça a duré vraiment longtemps. Puis en fait, c'est pas rare. Ça va jusqu'à peu près en 1960 qu'on utilise des trains à vapeur. À ce moment-là, les derniers vont être retirés de service parce que la technologie diesel, de ce que j'en ai compris, ça existe depuis quand même longtemps. À partir des années 30, on voit déjà apparaître des locomotives diesel. Évidemment, s'il y a jamais il y a des experts qui nous écoutent, ça serait bien de peut-être nous dire exactement l'année. Puis tranquillement, pas vite, c'est que ça va venir remplacer la technologie au charbon. D'abord, qu'il y a un gain technologique à le faire, oui. On va pas changer le fun. Et aussi, justement, les locomotives à vapeur, je sais qu'il existe deux technologies. Les toutes premières consommaient du bois franc, genre des bûches. Puis qu'éventuellement, on va passer au charbon pour des raisons, justement, de logistique. C'est que le charbon, ça brûle plus longtemps. Tu as moins besoin d'entraîner. La raison pourquoi qu'on passe au diesel, c'est aussi une question une question technique, hein, vraiment, parce que les ravitaillements, c'est plus facile. Avant, un train à vapeur, il faut que tu ravitailles en eau, donc ça te prend un réseau de réservoirs d'eau le long de ta voie ferrée, puis ce qu'on appelle les charbonniers, donc des endroits où il va y avoir le charbon, puis tu mets ça, quand tu fais certains arrêts le long de certaines gares, tu avais toute l'infrastructure pour faire le ravitaillement des locomotives à vapeur. Le diesel, c'est plus puissant. Puis tu as plus d'autonomie. Ça implique que tu peux transporter plus de stock ou de passagers plus loin. Exactement. Le train à vapeur,
ça a une certaine puissance, puis dans certains cas, dans les endroits comme dans les Laurentides, on pouvait avoir une locomotive stationnée à un endroit précis pour monter certaines pentes plus à pic, ou sinon, il fallait raccourcir les convois. Mais quand on arrive avec les trains à diesel, particulièrement ceux qui se font aujourd'hui, là, ben, tu sais, la technologie a peut-être plus ou moins évolué depuis ce temps-là. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la longueur des trains qu'on peut avoir maintenant. Ah oui, hein, on en voit passer, c'est 1, 2, 3 kilomètres, je sais pas trop la longueur, c'est vraiment long. Exactement, on met quelques Là, tu regardes ça locomotives. passer, puis t'attends Ouais. qu'il ait passé pour avancer. Exactement. Fait que c'est à partir des années 30, puis je sais que le Canadien national a essayé une technologie différente que jamais élevée, c'est des trains turbo, donc avec un moteur à réaction dedans. Je pense qu'ils en ont fait 5 à l'usine Pratt & Whitney à Longueuil, quelque chose comme ça. Puis on mettra une photo, c'est assez impressionnant. Et ça, c'est un peu l'ancêtre des TGV. On cherchait une façon de rendre plus rapide le passage des trains sur Terre pour compétitionner avec un mode de transport qui était très en vogue dans les années 50, puis surtout 1960, ben, de l'avion. Ouais. Ça, là, ça l'a... surtout l'avion à réaction. À partir de 1958-59, avec le moteur à réaction dans les vols commerciaux, on va gagner énormément en efficacité, en temps de déplacement. Puis le train, en termes de petits déplacements, là, mettons entre Montréal et Toronto, Ouais, ça c'est quand même quelque chose. Le monde le ça fait fait- encore en avion la plupart du temps. ouais, Parce ça fait une que sérieuse c'est plus concurrence. rapide, c'est ça. Puis le problème, ça ne fonctionnera pas parce que ben, il va y avoir des problèmes de fiabilité, mais aussi c'est une des raisons pourquoi qu'aujourd'hui on parle de faire un TGV, mais qu'on se rend compte que c'est compliqué au Canada. Le réseau sur lequel roulait ce train-là, le train turbo là, du Canadien national ne pouvait pas aller à son plein potentiel parce qu'il partageait la voie ferrée avec les Ouais. trains de marchandises. Qui vont moins vite. Les passages à niveau, ça baissait pas assez vite. Pour quand le train allait tellement vite, à pleine vitesse, je pense que c'est 200 quelques kilomètres heure, là. Et c'était trop rapide. Puis là, si on fait un TGV aujourd'hui, je sais que c'est une des questions, c'est il va falloir créer une infrastructure dédiée parce que le train va être trop rapide pour les passages à niveau. Tu augmentes ton risque de collision. Ouais, mais tu mets Puis- pas des airs avec un tube non plus, tu sais. C'est ça. En vase clos. Fait que non, c'est compliqué. Ouais. Fait que, ouais. Puis ça l'amène à une question justement que j'ai. Là, on parle tu sais, des passages à niveau. Historiquement, tu sais, on connaît certains incidents qui ont eu là avec des trains, mais tu sais, à Vaudreuil, des années 60, il y avait un très gros accident parce qu'il y avait plusieurs lignes de train, puis un accident entre un autobus scolaire et puis un train. Mais c'est les accidents, les déraillements, est-ce que c'est quelque chose qui était fréquent sur les chemins de fer? Pas fréquent, mais l'humain aime ça, voyons. Ah, dites-le pour moi, c'est pas... Sensationnalisme. Ouais, c'est ça qui merci. marche les journaux, hein. Le sang, le sexe, le sport, le Ouais. sensationnalisme. Et, C'est ça qui pogne pour les nouvelles, mais fait qu'on en parle beaucoup, puis on parle pas des bons coups d'habitude. Mais il y en a eu des accidents. Il y en a eu à beaucoup d'endroits. Tu sais, mettons, en arrière de moi, j'ai un beau livre sur l'histoire du train, puis il y a un chapitre complet sur les accidents, des déraillements, justement, des collisions. Ça fait les journaux tout le temps. Ouais. Je sais que, mettons, un code de la route que j'ai vu en 1931 stipulait qu'en automobile, il faut arrêter quand on croise un passage à niveau, ce que font les autobus aujourd'hui. Mais, tu sais, je sais pas à quel point ça dure dans le temps, parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que généralement, le train, l'automobile, c'est toujours comme un conflit, justement. Ouais. Il est arrivé beaucoup d'accidents à des passages à niveau parce que juste par ce qu'on appellerait des automobilistes orgueilleux. Puis souvent, les gens voulaient pas sortir de leur voiture. Ils voulaient mourir avec leur voiture. OK, ouais. Des choses comme ça. Ah, puis c'est comme, j'ai le temps de passer, là. Et les premières automobiles, de ce que j'ai lu, ça avait la fâcheuse manie, ça tombait souvent en panne. Puis des pannes, c'est divers, là, ça peut être une crevaison, tout ça. Puis tu sais, ben, veux pas, une voie ferrée, c'est quand même un obstacle. Fait que ça peut causer des ennuis mécaniques sur la voie ferrée. C'est le pire endroit pour avoir une panne. Donc, ça arrivait, oui. Puis le monde sortait pas parce que, ben, c'est dans mon char. Je pourrais pas Je sais dire pas. plus pourquoi exactement. Ah, c'est spécial. Ouais. Puis les déraillements, parce qu'on parlait, un des objectifs du train, c'est de prendre la vitesse. Est-ce que c'est quelque chose qui arrivait souvent, des déraillements? C'est arrivé, oui. Puis généralement, c'est dû à l'erreur humaine. Parce que ben contrôler un train aussi, c'est
Ça demande quand même beaucoup de connaissances. Puis ça arrivait à des erreurs. Je sais que j'ai lu les témoignages de des travailleurs du chemin de fer du Canadien Pacifique. Puis qui disaient que c'est quand même des grosses journées de travail là, qu'ils faisaient. Là. Tu sais, eux autres, ils dormaient sa job. Là. Fait puis il y a des endroits où tu as beaucoup de courbes puis de pentes à négocier. Il faut toujours que tu sois alerte. La technologie à l'époque ne permet pas des freinages aussi efficaces qu'aujourd'hui. Tu sais, une locomotive à vapeur, il n'y a pas un système à air pour arrêter la locomotive. C'est moins fort pour monter les côtes comme pour les descendre. Donc oui, c'est arrivé des déraillements spectaculaires, entre autres dans les Laurentides, là, même aller jusqu'à les années 1940. Ouais. Moi, j'ai un de mes arrière-grand-père, que lui, il a perdu sa femme, puis il a perdu un œil dans un accident de train, là, un déraillement dans le bout de Saint-Adèle. OK. Ça fait les nouvelles, là, t'es capable de voir le nom, toutes les. Ouais. Ça permet aussi de voir ce que je trouve étrange, c'est que les femmes à cette époque-là, là, des années 20 à peu près, là, il n'y a pas d'identité. Hein, c'est madame avec le nom du monsieur. Ouais. C'est quand même assez particulier. Avec le code civil, oui, c'est au mariage, la femme perd son nom, son prénom bien souvent. Là, ça va être madame Alphonse Raymond, genre quelque chose comme ça, là, effectivement. Ah, c'est fait des beaux. En regardant les journaux comme ça, on réalise comment c'était à l'époque. Là. Oui. Ben moi, c'est justement un événement, tu en as parlé tantôt, j'étais tombé dans les articles de journaux de l'époque, l'accident qu'il y a eu à Dorion. Pour ceux qui connaissent l'endroit, là, le viaduc qu'on appelle la côté du Kentucky, il n'existait pas jadis. Ils l'ont fait après qu'il y a eu un accident qu'il y a eu en 69. 68, 69, dans ces eaux-là, des jeunes là, qui allaient à une danse là, un vendredi soir, puis l'autobus s'est arrêté là justement sur le chemin de fer, puis ce qui est arrivé. Mais c'était des funérailles, hein, qu'il y a eu 10 000 personnes à Cité des Jeunes là, quand même à cette époque-là. C'était tout le monde. Les plus vieux s'en rappellent. Là, quand tu parles à des gens là, qui ont 70 ans et plus aujourd'hui, vont se rappeler de cet événement-là, de cet accident de train-là qui a eu lieu à Dorion. En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que jusqu'à l'accident du Mont Mégantic, ça avait été le pire accident ferroviaire au Canada. OK. Ce qui n'est pas un record que les gens veulent avoir. C'est pas très enviable comme record, comme tu dis, ouais. Avant de conclure, c'est quoi la situation actuelle du train et son avenir au Québec? Écoute, on pourrait faire même un petit retour en arrière, permettre une conclusion rapide. Il y a un phénomène que j'ai quand même trouvé intéressant en étudiant l'histoire ferroviaire, mais tu sais, l'histoire du Québec ou des Laurentides en général. Le cas du Petit Train du Nord, il est très célèbre parce que c'est une voie ferrée qui dans l'imaginaire collectif, est comme vraiment importante. Malgré que la route 11 a pris le dessus sur le train, on se rappelle plus du train que de la route 11, pour donner l'exemple. À partir des années 70, énormément de voies ferrées sont mises hors service, tout simplement abandonnées, puis généralement, on exige des compagnies qui démantèlent les rails. Ce qu'ils font tout le temps. À des endroits, je vois qu'il y a encore des rails, puis d'après moi, ça appartient encore à la compagnie, mais généralement, oui, là, c'est démantelé. Ça fait que tu as beaucoup d'emprises ferroviaires comme ça qui demeurent vacantes dans les 50 dernières années. Dans les années 80, au moment où on annonce la fermeture de la voie ferrée de Mont-Laurier à Montréal, donc le Petit Train du Nord, qu'on parle de démanteler les rails, les gens vont se rassembler puis vont se dire « Hey, ça serait le fun qu'on fasse un élément structurant dans la région des Laurentides avec ça, comme le train l'a déjà été. » Puis on s'est dit « On va faire un parc linéaire. » Puis ça commence à être à la mode, la pratique du vélo. Et c'est comme ça que va naître dans les années 90 la célèbre piste cyclable, le Petit Train du Nord, qui va être un succès immédiat. Et c'est un modèle qui va être adopté à énormément d'endroits. J'ai pas les dates pour vous, mais tout le réseau cyclable de la route verte, ça arrive très souvent qu'il est bâti sur des anciennes emprises de voies ferrées. Puis il y a une raison assez évidente pour ça. Pour faire une voie ferrée, il y a beaucoup de travail de nivelage qui va être fait au niveau du sol, parce qu'on va avoir des itinéraires qui sont très plats, peu de pentes, pas beaucoup de courbes, ce qui est idéal pour faire du vélo. On parle des pentes qui sont jamais plus que 5 degrés.
Puis généralement, une voie ferrée, c'est un endroit central dans une ville. Et donc, il y a énormément de voies ferrées comme ça qui vont être converties en pistes cyclables, ce qui fait en sorte que, bon, aujourd'hui, des voies ferrées, il n'y en a pratiquement plus. Hein. Dans les années 90, là, ça a vraiment été la consolidation la consécration de l'automobile, c'est le camionnage, les autobus, c'est le moyen de transport ultime en Amérique du Nord, particulièrement au Québec. On le voit dans la façon qu'on organise nos villes depuis ce temps-là. Et donc, aujourd'hui, avec tous les problèmes liés à la congestion, les enjeux des changements climatiques, on se dit qu'on a peut-être mal fait de retirer autant le train de nos sociétés parce qu'on se rend compte que c'est une alternative qui parfois peut être dangereuse, là, comme dans le cas du lac Mégantic, c'est vraiment terrible, l'accident qui est arrivé. Dans la majorité des cas, on se dit que c'est peut-être plus sécuritaire que le camionnage pour le transport des marchandises. Mais moi, je pencherais surtout du côté, c'est plus efficace. Ouais, une efficacité accrue à transporter beaucoup de choses d'un seul coup. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on a complètement décentralisé le transport des passagers. Via Rail occupe quelques lignes, qu'elles sont quasiment forcées de le faire là, pour offrir un service minimal depuis les années 70. Ça n'a jamais été populaire comme il l'aurait souhaité. Ça n'a jamais eu l'aura du train dans ses meilleures années. Puis, tu sais, le transport de marchandises par train non plus, c'est plus quelque chose qui est très in, alors que pourtant, c'est plus structurant. Ça serait bien vu, un retour du train. Moi, ce que je pense, ça va être difficile à faire. Puisqu'aujourd'hui. Puis le TGV qui commence à... Ouais. Qui recommence à discuter encore maintenant à Montréal, Québec-Toronto, ou peu importe. Oui, puis ça, c'est un projet que, quand on fait l'histoire du train au Québec, ben, ça fait qu'on... Mais au Canada, souvent. Ça revient très souvent. Je pense à partir des années 80, quand le TGV est inventé en Europe, ça, nous autres, on se dit, hey, on pourrait faire ça. Puis c'est pas une mauvaise idée, parce que dans un certain sens, le corridor qu'ils ont choisi, c'est là où il y a le plus de population. Parce que, on le disait, le Canada, son problème, c'est un immense pays. Et la densité de population est pas là. Mais dans la partie où on est le plus densément peuplé, on fait le choix collectivement de pas avoir de transport en commun comme le ferroviaire, puis tu sais, le transport aussi de marchandises, alors que c'est à cet endroit-là que ça serait le plus rentable et le plus pratique, surtout avec des problèmes de congestion comme on connaît en ce moment dans la région de Montréal, que c'est pas possible. Tu sais, je pense que je suis bien placé pour vous en parler en tant que camionneur. Ouais. Puis moi, ce que je pense, ça c'est ma vision d'historien, c'est tu sais, les projets de pistes cyclables par-dessus des emprises ferroviaires, c'est formidable. Le truc, souvent, c'était le meilleur endroit pour faire le train. C'est tout développé autour. Donc, ça va être difficile de dire aux gens, on vous enlève ça. On refait un train. On refait un train. Puis ça va être encore plus difficile de dire aux gens, bon, on garde, mettons, le petit train du Nord à Laurentides. Parce que dans les Laurentides, les gens me disent tout le temps, on aimerait ça revoir le train. Puis je comprends. Et où est-ce qu'on va le faire? Personne veut que ça soit fait chez eux. On veut pas faire ça. Exactement. Par contre, si on lit les actualités, mettons, nationales au niveau du Québec, il y a un projet de train qui refait surface, puis c'est en Gaspésie. Apparemment, qui va être remis en service. Là. Il y avait un train du Canadien national en Gaspésie qui reliait les municipalités entre elles à partir de la baie des Chaleurs, puis j'ai lu que ça va être remis en service, ce train-là. Ça va être quand même. Puis pour moi, c'est quand même important, parce que justement, en région, je pense que les régions, même s'ils sont pas densément peuplées, méritent quand même d'avoir d'autres alternatives que la voiture en termes de transport. Oui, surtout quand c'est des régions où la Gaspésie, c'est éloigné des grands centres. C'est très éloigné, c'est large, la Gaspésie. Exact. Ouais. Puis tu sais, une des raisons pourquoi il n'y avait plus de train, ben, on évoquait justement tout le temps la question de la rentabilité. Pourtant, en Gaspésie, il n'y a pas juste du monde, là. Il y a des industries aussi qu'on peut faire vivre, là. Même pour le touriste, ça serait bon tant qu'à moi. Ben, d'après moi, oui. C'est pas moi qui vais investir, mais je veux dire, ouais. D'après moi, il y aurait quelque chose. Là. Ouais. Philippe, si on veut t'écouter, on écoute la chaîne Histoire d'un Art. Sinon, si on veut t'avoir en conférence, qu'est-ce qu'on va apprendre puis comment est-ce qu'on te rejoint? Ben, j'en profite pour dire que je donne une conférence au mois de février à Mascouche, à la Société d'Histoire. Pour avoir des infos concernant la conférence, puis aussi si vous voulez entrer en contact avec moi,
La conférence, ça va être sur une route nationale parce que moi, ma spécialité, c'est l'histoire des routes. Évidemment, je peux parler de l'histoire des trains, mais il y a des gens qui sont un petit peu plus calés que moi là-dedans. Mais vous entrez en contact avec moi via ma page Facebook qui porte simplement le nom Histoire d'un Nord. Mon compte Instagram Histoire d'un Nord aussi, c'est également une bonne façon de rentrer en contact avec moi. Puis oui, si vous êtes intéressé à me recevoir comme conférencier, ça va me faire plaisir de parler de l'histoire de la route qui passe par chez vous. Je dirais que généralement, je suis capable d'aller chercher des informations qu'il n'y a pas grand monde qui connaît. Puis surtout, vous montrer c'est où que ça passait. Ouais, t'as une particularité, c'est que t'es à la fois camionneur et historien. Il ne doit pas en avoir beaucoup comme ça. Non, effectivement, fait qu'on appelle ça une déformation professionnelle. C'est pour ça que je m'intéresse toujours à l'histoire des routes, parce que quand je me promène à quelque part, ben c'est la première question que je me pose. C'est où? C'est quand la première fois qu'on a fait cette route-là? En tout cas, moi, je pense que dans la région de Vaudreuil-Soulanges, si tu fais une conférence sur l'histoire des transports routiers dans la région, je crois que tu devrais avoir quand même plusieurs intéressés, puisque c'est un sujet très d'actualité dans la région, dans mes anciennes contrées, comme qu'on dit. J'ai parlé de l'autoroute 20 pour le fun. Ouais, et pas juste, hein. Même, c'est ça. Même, je pourrais peut-être, les prochains épisodes que je vais faire, parce que moi, je me spécialise en histoire des Laurentides. La saison 2025, je vais parler de l'histoire des basses Laurentides, puis forcément, j'aurais pas le choix de parler du réseau routier dans ce secteur-là. Tu sais, un réseau routier, pour les gens qui habitent les basses Laurentides, vous le savez, un réseau routier qui a été négligé un peu comme partout ailleurs, qu'on avait promis qu'on ferait immense, puis qu'on n'a jamais fait. Mais que la région s'est développée. Puis qu'en plus, on a perdu le transport en commun comme le train. On se retrouve dans la situation actuelle. C'est super. Eh bien, sur ce, Philippe, je te remercie beaucoup pour ta générosité et pour les connaissances que tu es venu nous partager. Ça m'a fait grand plaisir. Ben, merci à vous autres. Merci Eric, merci Yann. Puis, on va s'en reprendre une autre fois. Salut les gars. Salut. Au revoir. Ensemble au présent, guidés par le passé, dans par nos ancêtres où tout a commencé. Ça, c'est intéressant parce que le développement de la technologie du train, c'est le développement de la technologie du transport jusqu'à ce qu'on ait éventuellement plus les automobiles, mais c'est le développement aussi du Québec puis des régions du Québec. Parce que sans avoir le déplacement du Québec, tu sais, le Nord s'est développé avec le train, partout on s'est développé, le Canada s'est développé avec le train. Sans le train, on n'aurait pas les régions qu'on a maintenant. Puis le développement des technologies du service ferroviaire, c'est le développement des technologies qui ont construit le Québec, qui ont construit le Canada. Donc, c'est super intéressant de voir comment que ça se passe. Puis, ben, qu'est-ce que ça donne avec ça? C'est un peu drôle parce que maintenant, le train, c'est comme, tu sais, c'est plus la technologie avant-gardiste qu'on avait avant. Là, c'est rendu quelque chose qu'on trouve presque dépassé. C'est quand la dernière fois que tu as pris le train, autre que le train de banlieue, pour aller à quelque part. Avant, on allait partout dans le train avec le train. Maintenant, c'est l'avion ou l'automobile. Tout le monde a un char, 2 chars, 3 chars. Le train, c'est plus la modernité comme que c'était là, 150 ans. Mais avant d'être plus la modernité, ça a été la modernité, ça a été le développement de nos régions. C'est super intéressant de voir comment ça s'est développé. Tout à fait, tout à fait. Et comme qu'on a fini le segment avec Philippe et l'histoire des trains, ben dans 2 mois, on va vous présenter l'entrevue au complet qui sera disponible sur la chaîne de Raconte-moi mes ancêtres. Avant de conclure, j'invite encore une fois les gens, si vous voulez venir nous parler de vos ancêtres, vous êtes un auteur, vous êtes un conférencier ou tout simplement un passionné qui veut venir nous parler d'un sujet en particulier, évidemment, qui a rapport avec notre histoire, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton « J'aime », en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant le contenu. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Une excellente fin de journée à toi, Yann. Merci. Bonne journée à tous. Merci d'être à l'écoute. Bonne journée, Eric. La famille, c'est plus qu'un nom gravé. C'est des rêves et des filles entrelacés. Des voyages et des terres vierges. Nos ancêtres sont notre allégeance. Notre verge. Écoutez nos histoires riches de vive voix, des braves voyageurs en terre de bois.
Ensemble au présent, guidés par le passé, dans par nos ancêtres où tout a commencé. Parlons ancêtres, autour d'un feu, les voix du passé. Vibrant en nous, le Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage en comportement.